président du comité oups, excusez-moi, je vais recommencer. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Suzy Larrivée, coprésidente du comité de la journée SIG. Je vous souhaite la bienvenue à cette 8e édition de la journée SIG de l'Université Laval, qui cette année est entièrement en ligne. Au programme, la conférence d'ouverture Regard de cartographe, qui débutera dans quelques minutes, un concours cartographique pour les étudiants de l'Université Laval et du Cégep de Limoilou, et la diffusion de 5 capsules technologiques à partir de lundi prochain. Pour en savoir plus, visitez notre site web journeesig.ulaval.ca. Pour bien débuter cette semaine, préparons-nous à changer notre vision du monde avec la conférence Regard de cartographe. Entre art, science et communication, la cartographie est une discipline à la croisée des chemins. Elle emprunte aussi bien à la statistique, à la géodésie, à l'informatique et au dessin, avec à chaque fois un double objectif. D'une part, elle est un outil qui permet de chercher à comprendre comment le monde fonctionne et d'autre part, elle le donne à voir à travers des images simples et qui font sens, exploration d'un côté, communication de l'autre. Cet exercice est semé d'embûches. Comment passer de la sphère au plan? Quelle est la meilleure représentation du monde? Qu'apporte la troisième dimension? Comment représenter la complexité du monde? Comment rendre compte des phénomènes non physiquement perceptibles? Le discours cartographique ne peut être unique, il n'y a pas de carte idéale. Il n'y a pas de relation mécanique entre une donnée et son expression graphique. Toute carte véhicule un discours partial et forcément subjectif. Le tout est de savoir lequel. Donc, bonjour, mon nom est Sonia Rivet, je suis coprésidente du comité de la journée SIG Université Laval et je vous présente nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Nicolas Lambert et Christine Zanin collaborent depuis plus de 10 ans. Ils ont été primés ensemble pour le prix 2009 de l'innovation de l'Université Paris-Diderot. Ils ont publié en 2016 le manuel de cartographie et qui vient d'être édité en anglais aux États-Unis en 2020. Le livre Mad Maps, un ouvrage plus ludique et grand public, a été publié en 2019 et est l'aboutissement de leur travail commun. Madame Christine Zanin est enseignante-chercheure en géographie et cartographie à l'Université de Paris et à l'UMR Géographie Cité. Sa passion pour les cartes et le monde graphique l'amène à penser une pédagogie engagée dans la conception cartographique respectueuse des règles visuelles. Comment penser l'organisation spatiale des territoires par le prisme cartographique constitue le centre de ses recherches. Monsieur Nicolas Lambert est ingénieur de recherche en sciences de l'information géographique au CNRS. Passionné par la cartographie et l'univers de la data visualisation, il a fait de cette activité son cœur de métier. Il conçoit au quotidien des cartes et des infographies pour décrypter le monde, mais réalise aussi des représentations contestataires pour tenter de le transformer, notamment dans le cadre du réseau Migre Europe, au sein duquel il est engagé depuis près de 10 ans. Lauréat en 2011 du CRISPAL du CNRS, il anime le blog neocarto.hypothèse.org. Donc, chers participants, durant la présentation, vous êtes invités à poser vos questions dans le clavardage de l'événement et nos présentateurs répondront à vos questions à la fin de la présentation. Donc, sur ce, je cède la parole à nos invités, Mme Zanin et M. Lambert. Madame Zanin, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Effectivement, je suis désolée, je recommence. Donc, je disais bonjour à tous et je disais aussi que j'espérais que vous nous entendiez bien. Eh bien non, vous ne pouviez pas nous entendre puisque mon micro n'était pas ouvert. Voilà une première embûche. Mais en tout cas, nous vous parlons depuis la France, en région parisienne pour Nicolas Lambert et d'un village du sud-est de la France pour moi.
Cette conférence des journées SIGE, d'ouverture des journées SIGE de l'Université Laval est donnée en distanciel. C'est donc un genre nouveau pour nous et nous espérons quand même qu'elle puisse rester un tant soit peu interactive par le biais des questions que vous voudriez bien nous poser à la fin de la conférence, par le biais également du chat modéré par les organisateurs. D'ailleurs, nous en profitons d'ores et déjà pour remercier tous les organisateurs et notamment l'équipe autour de Laurent Richard, Suzy Larrivé, Sonia Rivest et Evelyne Bernier de l'Université Laval à Québec. Qu'ils soient donc ici chaleureusement remerciés pour leur accompagnement et pour la préparation exemplaire de cette conférence que nous avons intitulée « Regard cartographique » ou encore « Regard de cartographe ». Regard de cartographe. Nous voilà donc réunis pour parler de cartes et de cartographie. Ça ne peut être qu'un super moment à partager ensemble. Comment aborder un si vaste sujet néanmoins? Tant chacun propose sa propre définition de ce qu'est une carte, de ce que revêt l'acte de cartographier, de ce que l'on entend tout simplement par cartographie. Peut-on attribuer une réelle utilité à cet acte? En effet, force est de constater ses nombreux domaines d'application, ses usages multiples, ses objectifs variés et son appropriation par le biais d'une technologie toujours de plus en plus simplifiée par tout un chacun, cartographe ou pas, géographe ou pas. Mais pour l'instant, reprenons et faisons nôtre, pour commencer, les objectifs attribués par Jacques Bertin et Roger Brunet en leur temps à la cartographie et à la carte. La carte, c'est un objet géographique par essence. Elle permet d'analyser, de lire, de voir, de comprendre comment le monde fonctionne. Mais aussi, elle peut nous distraire. Elle nous aide à nous orienter, à voyager, à rêver. Par ces temps chaotiques, je dirais que voilà bien un objectif fondamental. Pour atteindre ces objectifs nombreux, la cartographie délivre en fait des images multiples. Ces images sont toujours le support d'un discours. Ce discours cartographie, qui est donc sous-jacent à toute représentation, n'est pas, en tout cas ne peut pas être à nos yeux unique. Comme si, en quelque sorte, une représentation serait valable pour tous et à toutes les époques. On sait très bien qu'il n'y a pas de carte idéale. Comme j'aime bien le répéter à mes étudiants, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Comme je disais dans mon introduction, il n'y a pas de relation mécanique, systématique entre les données et l'expression graphique. Toute carte va véhiculer en quelque sorte un discours. Et ce discours n'est jamais neutre. Il est donc forcément subjectif. Le tout est de savoir quel est le discours que l'on véhicule, comment on le véhicule et pourquoi on le véhicule. Pour nous guider dans cette démonstration, que nous souhaitons faire ici sur l'importance, mais très certainement aussi sur la complexité du regard cartographique, nous nous appuierons essentiellement sur des cartographies réalisées dans le cadre de l'édition de Mad Maps que nous avons édité l'année dernière chez Alain Collin, mais également sur des images construites dans le cadre de nos différents cours de cartographie que nous dispensons à l'université. Ah, je suis désolée, je n'arrive pas à faire avancer mon... Ah voilà, j'étais bloquée, excusez-moi. Je reprends. Donc, mais revenons au départ, des cartes pour faire. En effet, il est toujours très important de se demander pourquoi on fait une carte. Est-ce que la carte, c'est la meilleure réponse à une analyse ou à une communication quelconque? N'existe-t-il pas autre chose? Ne peut-on pas exprimer mieux par un texte ou par un simple graphique? La carte, en tout cas, sert à décrypter le monde. C'est un outil. C'est un outil essentiel pour l'accès à la connaissance, un moyen de comprendre comment le monde fonctionne. Un outil a priori et au premier abord très classique de localisation et de prise de décision.
Depuis les Babyloniens et les premières cartes de représentation de l'espace quotidien, de très nombreuses cartes d'itinéraire, de localisation existent. La première carte que nous pouvons donner à voir est la carte de Peutinger. C'est un exemple de ces cartes d'itinéraire. C'est plutôt une table. On parle de la table de Peutinger, du nom du collectionneur de cartes Conrad Peutinger, qui présente cette carte de l'époque romaine. Elle ressemble plus en quelque sorte à un tableau, c'est pour ça qu'on l'appelle table, et elle est composée de 12 feuilles qui font, mis bout à bout, 7 mètres de long et seulement 34 cm de large. La carte est ainsi compressée du nord au sud et elle représente l'ensemble de l'Empire romain, le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine. Plutôt qu'une carte, la table est pensée, en tout cas conçue dans sa logique de conception, plus comme un guide routier. On a tous les attributs du guide. Les objets géographiques, les pays, les nations sont représentés, les villes, qu'on appelle à l'époque des établissements, sont représentées. Pas moins de 555 villes sont positionnées le long des routes de l'Empire romain et additionnées également de plus de 3000 points d'intérêt. Cette carte ou cette table de Peutinger est précise. Et pourtant, elle a été réalisée sans aucun principe ou calcul scientifique. Aucune cartographie scientifique n'est mise en œuvre ici, et encore moins une quelconque projection géographique. De nos jours, si on veut se localiser, ou en tout cas se déplacer, on fera appel à des cartes très classiques, des cartes beaucoup plus scientifiques. IGN ou Michelin sont des cartes de facture française, mais ces mêmes cartes issues d'entreprises publiques ou privées existent partout dans le monde. Leur objectif est un objectif de localisation et souvent de direction. Effectivement, on peut considérer également que ce sont des cartes de prise de décision. Pour aller de Paris à Versailles, on consulte la carte et on prend la décision de prendre tel et tel chemin. Néanmoins, quand on parle de cartes d'aide à la décision ou de prise de décision, là, c'est une toute autre affaire. Les cartographies possibles sont très nombreuses. Elles sont non seulement scientifiques, mais elles deviennent souvent communicatives. Un exemple de communication et d'analyse peut être trouvé dans la carte dite de John Snow, à la fois analyse spatiale, mais aussi aide à la décision. Elle démontre, elle est communicative et elle est démonstrative. Jusqu'au milieu quelques éléments de contexte plutôt, jusqu'au milieu des années 1800 à peu près, la médecine était dominée par la théorie dite des humeurs ou encore celle des miasmes, c'est-à-dire une théorie où, en quelque sorte, les maladies étaient propagées par un mystérieux nuage nocif, un mauvais air, comme on disait à l'époque. Ce n'est qu'à partir de 1847 que l'on va comprendre le fonctionnement de la médecine et des microbes notamment. Lors de l'épidémie de choléra de 1857 à Londres, dans le quartier de Soho, le docteur Snow soupçonne l'eau de jouer un rôle fondamental dans le développement de l'épidémie. Il conduit alors une analyse spatiale et il se base sur une cartographie, sur un plan. On voit ici, il pose ici une pompe, il localise la pompe à eau où tous les gens du quartier se servent pour s'alimenter en eau. Il va, d'autre part, répertorier tous les lieux de résidence ou de travail des différentes victimes, 578 pas moins, grâce à des barres perpendiculaires aux routes. Il fait ainsi une démonstration, à partir d'une carte, que le nombre de décès augmente au fur et à mesure où on se rapproche de la pompe à eau qui est incriminée dans cette épidémie et en tout cas c'est en quelque sorte la source de la contamination. Nous avons voulu rendre hommage à John Snow et réaliser cette carte qui montre non seulement le point d'eau de Broad Street qui est imposé, mais également d'autres points d'eau. Mais l'on voit très clairement que le nombre de victimes est beaucoup plus proche de ce point d'eau. Les cartes sont donc un puissant objet de démonstration.
un objet d'analyse et donc un objet de communication. On peut en tirer une grande force dans la démonstration. Mais cette communication peut également servir des intentions extrêmement ludiques, tant que le message que l'on veut transmettre apparaît très clairement. Pour la petite histoire, toujours sur Jon Snow, il a également fait la démonstration que là où se localisent les pubs et les bars, là où les habitants boivent de la bière, les habitants ne sont pas contaminés et n'ont pas le choléra. Tout ceci pour avoir une petite transition sur cette carte qui localise les centres-villes et notamment l'espace complexe des centres-villes quand on se réfère à des magasins quelconques. Donc ici, il s'agit des bars, mais la représentation aurait pu tout aussi bien concerner les magasins de vêtements ou d'alimentation, les salles de sport. Elle peut répondre en fait à plusieurs questions et ainsi faciliter également la prise de décision par un biais de communication beaucoup plus ludique. La question, c'est où se trouvent les bars? J'ai envie de sortir ce soir, j'ai envie d'aller trouver, où vais-je trouver un bar? Dans quel centre-ville? Où je vais passer mon week-end pour avoir des centres-villes avec de nombreux bars. Je peux aussi répondre à la question, je voudrais choisir un logement Airbnb au plus proche des bars ou au contraire au plus loin des bars. Et ainsi, cette carte va aider le lecteur à pouvoir décider s'il va aller dans le quartier de Soho ou de Londres ou des Halles à Paris ou encore dans Wall Street à New York. Où vais-je me localiser? En tout cas, ce genre de carte permet de construire une histoire, permet de s'imaginer un certain nombre d'itinéraires entre ces capitales. Et c'est probablement cette dimension narrative, voire rhétorique, qui différencie les cartes des siges. Si les siges permettent de formuler très clairement des hypothèses spatiales ou de superposer des situations spatiales différentes, faire une carte, c'est avant tout raconter une histoire. Et pour cela, on ne peut que prendre parti. Effectivement, raconter une histoire, c'est faire des choix, c'est choisir d'amener le lecteur dans cette direction plutôt qu'un autre. C'est donc obligatoirement d'avoir un point de vue, un angle, un regard. Comme on disait en introduction également, la carte objective n'existe pas. Le monde n'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Comment se mettre à la place de l'autre? Comment faire un pas de côté? Comment se confronter aux arguments de l'autre? Et pour ça, on peut également s'appuyer sur une carte pour faire une démonstration. On peut mettre sa peur de côté et c'est ce qu'on a voulu évoquer par cette carte qui représente en vis-à-vis les humains tués par les requins ou les requins tués par les humains. 1300 humains ont été tués depuis la moitié du 19e siècle par des requins. Pourtant, cela représente que 5 décès par an, alors que dans la même période, 100 millions de requins ont été tués chaque année, soit un requin toutes les 3 secondes. Évidemment, l'image est beaucoup plus parlante, n'est-ce pas? Alors, la cartographie, c'est donc faire des choix. Un petit schéma illustre ce propos. Soit je choisis de représenter le rose, soit je choisis de représenter le jaune. Je pourrais aussi représenter le jaune et le rose. Mais alors, je représenterai, est-ce que ça ne serait pas être trop de représentation? Est-ce que ça ne brouillerait pas le message? L'important, c'est faire des choix, de donner un point de vue, d'amener à être clair dans ce qu'on veut montrer. Mais puisqu'on peut faire des choix, rose ou jaune, est-ce qu'on peut ne pas être amené à tromper son lecteur? Tromper son lecteur dans le sens qu'on lui impose sa façon de voir les choses. Mais du coup, on laisse la porte ouverte au mensonge, que celui-ci soit volontaire ou involontaire. Il y a donc là une grande nécessité à maîtriser la communication. Voyons donc comment précisément les cartes mentent-elles. On verra 3 points essentiels de ce mensonge. Le premier mensonge des cartographes a été de mettre la carte à plat. Certes, certains pensent que la Terre est plate de toute façon, mais ça c'est un autre sujet évidemment. Pourtant, si on se laisse à croire à l'image de la Flat Earth Society,
qui date de 1956 et qui existe toujours, qui est une association qui regroupe les personnes qui pensent que la Terre n'est pas ronde et qu'elle ne tourne pas sur elle-même. D'ailleurs, elle ne pourrait pas puisqu'elle tourne à 1600 km/h et donc à ce moment-là, tout le monde décollerait. Et puis, à ce moment-là, comment elle peut servir de démonstration? Comment est-ce que le Pearl Harbor a pu être attaqué? Car il y a quand même 34 000 km qui séparent les États-Unis du Japon. Enfin, sans tomber dans ces théories complétistes, la façon dont on utilise les fonds de carte, qui sont des cadres ou des supports des représentations cartographiques, peut également mener à s'arranger avec des petits mensonges, en choisissant telle ou telle projection, telle ou telle façon de représenter l'information. Si on regarde les cartes suivantes, si on regarde la carte suivante, qui est une carte réalisée à partir de la projection de Mercator, on comprend rapidement où est le problème. La projection de Mercator permet de conserver scrupuleusement la forme de chaque pays. D'ailleurs, chacun d'entre vous reconnaît son propre pays. Chouette! Et c'est aussi chouette parce qu'on peut naviguer très facilement avec cette carte. Il suffit de tracer une ligne droite sur la carte pour tenir un cap. Mais, petit problème, malheureusement, cette projection de la Terre déforme les distances. Elles sont de plus en plus exagérées au fur et à mesure qu'on se rapproche des pôles. Par exemple, on voit ici l'Europe septentrionale qui fait 1 million de kilomètres-carrés, alors que l'Inde en fait 3 fois plus. Et pourtant, sur la carte, on voit que leur surface est identique. On voit ici un autre exemple où le Groenland, avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, semble exactement de la même taille, voire plus grand que l'Amérique du Sud, avec ses 17,1 millions de kilomètres carrés. On pourrait encore comparer l'Afrique, qui est en réalité 2 fois plus grande que la Russie ou l'ex-Union soviétique. On voit donc le problème qui est posé, puisque ce genre de représentation dote les pays du Nord d'un espace très imposant au détriment des pays du Sud, encourageant un discours totalement impérialiste de l'Occident depuis plusieurs siècles. Nous avons voulu représenter ce petit mensonge lié à la projection par cette carte où on voit la différence de taille de chaque pays entre la représentation de Mercator en bleu, la réalité en rose. Pour parer à ce petit problème, de nombreux cartographes ont construit d'autres projections, notamment cette projection dite de Peters ou encore de Gall-Peters, puisqu'elle a été mise au point par ces deux géographes cartographes, et elle respecte la taille des continents. Au premier abord, je suis d'accord, elle surprend par son aspect un peu étiré, avec un nord tout ratatiné. C'est limite si on a l'impression que le monde pleure. Pourtant, la surface des pays est strictement proportionnelle à leur surface dans la réalité. L'Afrique est bien réellement 15 fois plus grande que le Groenland. Et l'Europe, que l'on aperçoit ici toute petite, minuscule, elle est vraiment minuscule, effectivement, concrètement. Cette représentation suscite toujours beaucoup de débats et elle est extrêmement prisée par les altermondialistes, comme vous pouvez le supposer. Au final, pourquoi ne pas préférer une projection simple, une projection comme la projection du logo officiel de l'ONU, centrée sur le pôle Nord, entourée d'une couronne de branches d'olivier? Il s'agit là véritablement d'un emblème cartographique. Au centre, on ne met rien, un point autour duquel gravitent tous les pays. Finalement, un message politique qui défend un monde uni, faisant suite au déchirement de la Seconde Guerre mondiale. Si le mensonge cartographique n'est pas lié qu'à l'usage des différentes projections, ce serait très simple de penser ça. Mais il existe d'autres façons de mentir, qui consistent en, par exemple, une manipulation des découpages électoraux. On pourrait prendre l'exemple très actuel de la manipulation du maillage et du charcutage électoral dans les élections américaines actuelles, mais nous allons plutôt rester sur un exemple simple, un exemple théorique, qui permet de mettre en scène la réelle influence du découpage
dans la représentation cartographique. Ici, prenons un espace. Nous avons d'un côté en rouge les riches et de l'autre côté les pauvres. Maintenant, découpons l'espace. On peut les découper de façon horizontale, on peut le découper en 4, on peut les découper de façon circulaire, de différentes manières. On peut créer un centre ou plusieurs centres, et puis des périphéries, des banlieues. Cette représentation, qui est plus statistique qu'autre chose, va donner lieu à une représentation cartographique. Voilà la traduction cartographique de ce découpage. On voit effectivement en rose foncé ou en violet la localisation des populations plus riches. Quand on fait cette représentation, qu'on discrétise l'espace, on va ensuite par derrière avoir un discours géographique. Et le discours géographique, il sera réellement extrêmement différent. Nous aurons par exemple la représentation des discontinuités, nous aurons un langage sur un espace plus discontinu, ou au contraire, on parlera d'équirépartition, ou alors d'un espace plus globalement pauvre, ou alors plus globalement riche. Au final, ce maillage influence directement la perception des inégalités dans le monde que l'on peut percevoir. Dans cette même logique, on peut mentir sans toucher au découpage, sans toucher aux projections, mais dans la représentation même de la donnée qu'on va représenter, de l'information statistique. Les formes, les couleurs, les mots du langage cartographique permettent bien des subterfuges pour rallier le lecteur à sa cause. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Lambert pour la suite de la présentation et la suite de cette démonstration. Merci Christine. Donc je vais prolonger tes propos en essayant d'être aussi clair que toi. Donc jusqu'ici, effectivement, tu as dit que les cartes mentent, trichent, jouent des subterfuges en agissant sur les maillages et les systèmes de projection. Mais effectivement, il ne faudrait pas oublier que le levier le plus puissant pour manipuler les cartes, c'est quand même la sémiologie graphique. Prenons la couleur par exemple. Si en cartographie, on a l'habitude d'utiliser les couleurs par rapport à ce qu'elles représentent dans le monde réel, le vert pour la végétation, le marron pour la terre et les montagnes, le bleu pour la mer et les océans, le blanc pour la glace, et donc par extension les espaces vides, les données manquantes aussi, il ne faudrait pas négliger non plus leur dimension symbolique. Le bleu, par exemple, c'est la couleur du ciel partout sur la planète. C'est une couleur universelle. Elle évoque plutôt le consensus, la sagesse. C'est une couleur plutôt discrète aussi. Si on peut dire aussi que c'est la couleur des gens raisonnables. Le vert, quant à lui, va évoquer la nature, bien évidemment. Mais c'est aussi la couleur de l'islam pour les musulmans ou encore celle de la nation pour les Irlandais. On le voit avec cet exemple, la question du public et du contexte de production aussi n'est jamais simple en cartographie. Et puis, il y a les couleurs qui font peur. Le noir, par exemple. C'est la couleur du fascisme, de l'anarchie, du terrorisme, de la mort, on pourrait dire. C'est une couleur extrême, connotée négativement. Et puis, il y a le rouge, couleur complexe par excellence. Elle évoque à la fois le danger et l'amour, le sang, le communisme. Elle est à la fois repoussoire et élément de séduction. Le rouge, c'est une couleur difficile à manier, aux connotations parfois contradictoires. Ici, sur cette carte, c'est la thématique de la guerre qui est abordée. Les cercles jaunes représentent les ventes d'armes sur la période 2010-2017. Et les points noirs représentent quant à eux les endroits où des forces armées organisées ont causé la mort d'au moins une personne. En résumé, on a les marchands d'armes au nord et les victimes de ces mêmes armes au sud, les deux étant séparés par une ligne de front. Bref, un message extrêmement violent qui était amplifié ici par le choix, par un fond de carte rouge dégoulinant qui évoque bien évidemment ici la couleur du sang versé. Ici, le choix du rouge est une façon d'enfoncer le clou, de faire de cette carte une carte en colère, pour reprendre l'expression du géographe Philippe Rekasevich.
En résumé, jouer sur les couleurs, c'est jouer directement sur le message de la carte. C'est amplifier ou atténuer le propos, comme le montre cette petite illustration humoristique d'actualité. Jouer sur les tailles des symboles, c'est aussi un vecteur de manipulation. Parce que des symboles de petite taille auront tendance à suggérer que le phénomène représenté est finalement assez rare, marginal. À l'opposé, des symboles de grande taille, imposants, qui saturent l'image, auront tendance à donner l'impression d'un phénomène important, voire trop important. Ainsi, en jouant sur ce seul paramètre, la taille des symboles, il est possible de changer du tout au tout le message de la carte, en transformant par exemple un succès populaire en énorme flop. Au final, construire une carte, c'est toujours raconter une histoire. C'est donner à voir sa propre vision d'une réalité géographique. C'est porter un regard sur celle-ci. Et pour bien saisir cela, on va prendre un exemple. Le cas des réfugiés syriens au moment de la crise dite migratoire de 2005. Comment représenter cartographiquement, en effet, ceux qui ont été accueillis en Europe? Par des cercles de taille raisonnable et des couleurs douces, comme c'est le cas ici, ou alors par des couleurs agressives et des cercles imposants. Ça saute aux yeux, même si ces deux cartes sont construites avec les mêmes données, le message cartographique construit ici est bien différent de celui de la carte précédente. Et celui-ci est d'ailleurs renforcé par l'usage des mots, effectivement. Clandestin à la place d'exilé, pays envahi à la place de pays d'accueil, etc. Si vous voulez mon avis, cette carte est selon moi bien malhonnête quand on sait qu'en réalité, ce sont surtout les pays limitrophes de la Syrie qui ont accueilli les réfugiés, bien plus que les pays européens. Construire une telle carte, rouge et noire, c'est décider en réalité de raconter l'histoire d'une invasion qui n'a pas lieu. C'est regarder la réalité géographique par le petit bout de la lorgnette, celui des Européens qui se regardent le nombril. Or, on le sait en tant que géographe, il est parfois nécessaire de changer d'échelle, comme le montre l'image ici à l'écran. Mais alors, là, une question se pose, si les cartes sont si peu fiables, tellement manipulables, pourquoi est-ce qu'on en fait? Alors, l'idée n'est pas pour nous de critiquer les manipulations cartographiques pour en conclure qu'il faudrait les jeter à la poubelle. Ça serait paradoxal pour nous dont la cartographie est le métier. Bien au contraire, on considère que ces manipulations, c'est même ce qui fait la force de la cartographie. Car cette capacité rhétorique des cartes, leur subjectivité intrinsèque aussi, sous réserve bien sûr que les choix effectués par le cartographe soient honnêtes et éclairés, c'est justement ce qui permet de raconter avec éloquence l'espace géographique. Mieux encore, les cartes permettent de montrer ce que l'œil ne peut pas voir directement. Elles ont cette capacité de rendre visible l'invisible. Ici, sur cette carte d'Europe, ce ne sont pas les montagnes qui sont représentées, mais le relief démographique. C'est un relief qui ne peut pas être vu, mais qui pourtant est le reflet d'une réalité incontestable, invisible, la répartition de la population sur le continent européen. Représentée de cette façon, la démographie devient un paysage fait de vallées dépeuplées et de montagnes densément habitées. On peut noter aussi au passage que montrer l'espace de façon continue comme cela, sans rupture, c'est aussi faire abstraction des frontières. On reviendra sur ce point. Et c'est aussi un moyen de connecter, par exemple, l'Europe du Sud à l'Afrique du Nord dans un même continuum de population, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas anecdotique comme message. À l'inverse, on pourra tout aussi bien choisir de focaliser sur les ruptures spatiales en érigeant des murs qui n'existent pas. Ici, nous avons choisi de représenter la richesse par habitant dans les régions européennes. En rouge-orange, les régions riches, plutôt à l'ouest et au nord, et en vert, les régions pauvres, au sud et à l'est. Sur ce décor bien connu, nous avons choisi de calculer
des discontinuités spatiales entre les différentes régions, c'est-à-dire une mesure des disparités de richesse de part et d'autre de chaque frontière régionale. D'habitude, on matérialise sur les cartes ces lignes de rupture par des tracés plus ou moins épais. Mais ici, les fortes discontinuités ont été représentées sous forme de murs érigés en 3 dimensions. On retrouve alors sur la carte la riche forteresse luxembourgeoise et son ghetto doré, ou la Suisse qui se barricade derrière sa muraille du secret bancaire, ou encore la longue barrière sur les traces de l'ancien rideau de fer qui marque encore aujourd'hui durablement l'espace européen. Le mur de l'argent, pourrait-on dire. Parfois même, en cartographie, on n'hésitera pas non plus à s'affranchir, si nécessaire, des localisations géographiques exactes. Ce qui fait probablement une différence de taille avec l'approche des systèmes d'information géographique. Car en cartographie thématique, Christine l'a dit tout à l'heure, l'important, c'est avant tout le message. Ici, sur la carte, l'objectif était de rendre visibles ceux dont on ne parle jamais, les ouvriers. Et pour cause, ils sont invisibles dans les médias, absents des institutions, éjectés des grandes villes et relégués en périphérie. Ils sont les invisibles par excellence. Pourtant, si on considère les actifs et les retraités, les ouvriers représentent encore aujourd'hui en France près de 20% de la population. Une telle carte a donc été construite pour leur redonner toute leur place dans l'espace social français. Mais le pouvoir des cartes ne s'arrête pas là. Rendre visible l'invisible nous conduit parfois à dessiner des territoires qui n'existent pas vraiment. Ici, on a voulu cartographier la France en mettant au même niveau les espaces terrestres et les espaces maritimes, la partie de la France qui est sous l'eau, si vous voulez. Ainsi, la France se déforme, s'allonge, s'étire pour finalement montrer son vrai visage. Évidemment, personne n'habite en mer et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de carte, mais en mer, on y pêche, on y exploite des ressources, on y fait du tourisme. En réalité, l'espace maritime fait partie intégrante du système économique et le sera probablement d'ailleurs de plus en plus. Alors, pourquoi amputer systématiquement de nos cartes de France une partie essentielle de son territoire? En réalité, mettre les océans et non les continents au centre du message est un vrai parti pris que peuvent se permettre les cartographes. Ici, par exemple, en choisissant cette projection cartographique inventée par l'océanographe Spilos en 1942 et remise au goût du jour en France par Alexandre Nicolas, on donne à voir un océan mondial entouré de mers. Les mers ne sont plus le décor de la carte, comme d'habitude, elles deviennent le message central. Rappelons au passage qu'à la différence des continents, les océans, eux, communiquent entre eux. Il y a donc une certaine logique à les associer de cette façon-là sur une carte. Rappelons aussi que la surface terrestre est composée à 71% de mer et océans. Et on peut même aller plus loin en opérant une double inversion de la carte, en mettant le nord en bas et en inversant terre émergée et terre immergée. De cette façon, dans ce monde doublement à l'envers, le lecteur est dérouté. C'est le but, on perd ses repères. Le lecteur regarde ce qui d'habitude ne prête pas au regard, le relief des fonds marins, quitte à s'imaginer y déambuler comme on le ferait sur la terre ferme. L'objectif d'une telle carte est donc ici simplement d'inciter le lecteur à voir les choses autrement, à réfléchir, à repenser le monde dans lequel il vit. Rappelons aussi que l'océan Pacifique, ici massif au centre de la carte, couvre à lui seul une surface de 150 millions de kilomètres carrés, ce qui est énorme. La cartographie vise donc aussi à faire changer votre vision du monde, à faire bouger les lignes. Être cartographe, c'est donc aussi un engagement. Car si les cartes, nous l'avons vu, sont un moyen de décrire le monde et de le raconter, elles sont aussi de véritables armes pour appeler à le transformer, car en travaillant sur nos représentations collectives, les cartes incitent à agir. Par exemple, cette carte représente les enfants de moins de 15 ans dans le monde aujourd'hui, en 2020. Elle est construite à partir de données carroyées, traitées avec le langage R pour réaliser une méthode d'interpolation spatiale basée sur la distance, tout cela en s'appuyant sur une clé de répartition basée sur des données étatiques pour estimer le nombre d'enfants à chaque point de la carte. Bref,
C'est une carte assez compliquée. Mais derrière ce procédé technique complexe, ce qu'il faut saisir avant tout, c'est l'intention du cartographe. Ici, l'objectif est militant. Dessiner un monde sans frontières donne à voir l'unicité de l'humanité. Chaque enfant est né là où il est né, par hasard. Naître dans un pays riche ou dans un pays pauvre est une inégalité de naissance totalement fortuite. D'ailleurs, seuls 10% des enfants ont la chance de grandir dans un pays riche. En creux, cette carte, en s'affranchissant des frontières, n'est donc ni plus ni moins qu'un appel à la liberté de circulation pour compenser cette inégalité de naissance. La cartographie sert donc à dénoncer les injustices. Ici, sur cette carte, il est question des inégalités entre les femmes et les hommes, avec un choix de gradation allant du assez mauvais à l'exécrable, car en aucun point de la planète, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est véritablement atteinte, même si évidemment, toutes les situations ne se valent pas. En France, par exemple, depuis le 4 novembre à 16h46, c'était la semaine dernière, à cause des inégalités salariales, les femmes travaillent gratuitement et ceci jusqu'à la fin de l'année. La révolution sera féministe ou ne sera pas. Cette autre carte focalise sur les inégalités économiques. Elle propose une comparaison entre la richesse du patron d'Amazon et le PIB des États. Chaque pays représenté ici a un PIB inférieur à la richesse du multimilliardaire. Certains pays ont donc disparu de la surface de la carte, ne restent que les plus pauvres, avec au centre de la carte, massif, le continent africain, qui laisse apparaître le sourire narquois de Jeff Bezos. À travers cette carte, il y a donc l'idée d'une double confrontation. Une confrontation entre riches et pauvres, mais aussi entre les grandes entreprises et les États-nations. C'est la mondialisation capitaliste en tant que telle qui est questionnée par cette carte. Enfin, parfois, les cartes prennent carrément la forme d'un coup de poing. Avec Christine, on aime dire, pour plagier Pierre Bourdieu, que la cartographie est un sport de combat. Ici, cette carte montre les manifestants gilets jaunes tués ou mutilés par la police. On l'imagine bien, il n'y a pas vraiment de données officielles pour recenser un tel bilan. En tout cas, les données du ministère de l'Intérieur en France sous-estiment assez largement ces chiffres. Heureusement, un collectif de journalistes, fact-checkers, développeurs informatiques a été mis en place à l'initiative de David Dufresne pour comptabiliser ces actes de violence. On a donc affaire ici à un exemple typique de contre-cartographie, de cartographie contestataire. On pourrait aussi parler de cartographie radicale qui s'affrontent à l'ordre dominant. Cartographie et pouvoir, c'est une histoire vieille comme le monde. Donc, vous l'aurez compris, à travers cet exposé à deux voix, nous sommes cartographes et nous nous revendiquons comme tels. Et nous prenons plaisir à relever ce mot-là, la cartographie, alors que la tendance générale est plutôt à le laisser mourir, péricliter, au profit d'autres mots plus modernes comme géomatique, géovisualisation ou data science. En fait, on revendique ce mot tout d'abord parce qu'on s'inscrit dans une histoire longue. Une histoire qui n'a pas commencé avec l'informatique, mais qui a débuté à la préhistoire, a pris son envol scientifique à l'Antiquité et a cheminé au fil des époques, en passant par Ptolémée, Mercator, Charles-Joseph Minard ou encore Jacques Bertin, pour ne citer que cela. La liste est longue en réalité. Et c'est donc cette histoire-là, cette histoire de la cartographie qu'il s'agit de prolonger. On aime également ce mot car on voit en lui un point de convergence, un lieu de rencontre entre statistiques, l'infographie, la géographie, l'informatique, bref, tout un univers, tout un écosystème dont le facteur commun est la carte. Alors évidemment, on est bien conscient du fait qu'il y a 1001 façons de faire des cartes. On peut être plutôt développeur informatique, plutôt artiste, graphiste, thématicien, statisticien. Personne ne sait d'ailleurs tout faire. Mais être cartographe,
c'est quand même être capable de mettre en image un savoir géographique dans le but de raconter une histoire spatiale, une narration géographique. Pour toutes ces raisons, nous considérons que le mot cartographie n'est ni désuet ni enfermant. Avec Christine, on le trouve même plutôt libérateur, car déconnecté d'une technique et d'une époque particulière. Car en cartographie, la limite ultime, ce n'est pas vraiment la technique, c'est plutôt l'imagination en réalité. Raison pour laquelle on conclut ici cette intervention de la même façon qu'on a conclu notre atlas commun MadMaps. On le conclut par une invitation, une carte blanche au sens propre, où on invite chacun d'entre vous à dessiner le monde tel que vous le voyez, à livrer votre regard sur le monde comme nous l'avons fait, ligne de code ou crayon de couleur, peu importe. L'important, c'est ce que vous avez à raconter, votre vision du monde. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup à nos deux présentateurs, Mme Christine Zanin, M. Nicolas Lambert, pour cette présentation très captivante. Et merci à tous pour votre participation à cette première journée SIG Université Laval en format virtuel. Donc, afin de remercier nos présentateurs, le comité organisateur de la journée SIG Université Laval aimerait leur remettre le livre « Le Québec d'une carte à l'autre », qui est un livre réalisé sous la direction des professeurs Yves Brousseau, aussi membre du comité organisateur, et Guy Mercier au département de géographie de l'Université Laval. Donc, à nos présentateurs, ces cadeaux vont vous parvenir par la poste. Donc, pour ceux qui voudraient revisionner la conférence, sachez que l'enregistrement sera rendu disponible sur notre site web sous peu. Et maintenant, on va ouvrir la période de questions. On a eu quelques questions dans le clavardage. Donc, je vais commencer par une première question. Puis ensuite, on pourra peut-être ouvrir les micros là, à ceux qui auraient des questions. Par contre, si vous voulez poser une question, je vous demanderai de lever la main pour qu'on voit que vous voulez poser une question. Donc, une première question. Un instant. Donc, il y avait... Désolée. Pendant que tu retrouves ta question, Sonia, je peux en poser une aussi. Oui, On avait Éric Delmel qui demandait, derrière cette présentation intéressante, la cartographie est devenue accessible à n'importe qui, data scientist, journaliste, statisticien, mais avec le risque que le design devient très mauvais. Que faire pour enseigner les règles de cartographie au grand public? Avez-vous des idées? Bonne question, hein, quand même. Ouh là 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 là. Effectivement, ça commence fort. C'est une question redoutable. Je sais. En fait, on a déjà beaucoup de problèmes pour enseigner les règles de la sémiologie graphique aux étudiants en cartographie. Et souvent, ils nous questionnent sur pourquoi on représente ça comme ci, pourquoi on représente ça comme ça. Et la réponse que je donne le plus souvent, c'est les règles sont là parce que, en fait, quand on regarde une carte, on le regarde avec des yeux. Les yeux ont des capacités physiques et ces règles sont faites pour rendre la représentation perceptible de la meilleure façon en fonction des capacités physiques globales, normales d'un œil qui n'aurait pas de problème. En lumière normale, blanche, qu'on ne soit pas dans le noir ou quoi que ce soit. Mais je vois bien que je ne réponds pas complètement à votre question parce que enseigner au grand public des meilleures règles graphiques devrait commencer, à mon humble avis, par le fait que les cartographes eux-mêmes appliquent correctement les règles. Nombre de cartographies sont erronées par la plus petite et la plus simple des règles, qui est par exemple quand on représente un nombre de quelque chose.
tout simplement, par exemple, le nombre de personnes qu'il y a à la surface de la Terre dans les différents pays du monde. Au final, pour représenter cette quantité qui est une quantité brute, il faut la représenter par des symboles qui soient proportionnels les unes aux autres, pour qu'on puisse percevoir à l'œil que quand on a un cercle qui est 2 fois plus petit, un cercle n'importe quoi, hein, quel que soit le symbole, je prends le cercle parce que c'est ce qui est le plus simple, mais quand on prend un cercle qui est 2 fois plus petit qu'un autre, on peut dire qu'il y a 2 fois moins de population. Et pourtant, systématiquement, tous les ans, j'ai des étudiants qui sont en stage dans des entreprises de cartographie qui reviennent avec « Mais madame, je n'ai pas pu faire la carte comme il fallait parce qu'on me l'a interdit, parce qu'on voulait avoir des aplats de couleurs. » Donc, en fait, ça commence par là. Ça commence par les gens qui sont en charge des représentations devraient pouvoir faire de bonnes représentations. Peut-être tu veux compléter, Nicolas, ou si tu as d'autres idées. Oui, je vais même tempérer un peu ce que tu dis, parce que moi, je trouve que globalement, la production cartographique dans les médias, dans tout ça, est plutôt de bonne qualité. Et il y a de plus en plus de magazines qui parlent de cartographie, avec des articles même consacrés à la façon À la dont cartographie. les enjeux derrière les cartes, les projections, il y a plein de choses qui circulent à ce niveau-là. Et du coup, j'ai l'impression que les outils se démocratisent, mais il y a aussi il y a quand même des bonnes pratiques, et les rares cartes qui sont des map fails avec des erreurs sémiologiques un peu lourdes sont traquées assez sévèrement sur les réseaux sociaux type Twitter. Voilà. Non, mais je suis Donc, d'accord moi, avec je trouve toi. qu'il y a quand même une production générale qui est plutôt de très bonne facture. Je suis d'accord avec toi dans ce qui est la production, on va dire, nationale ou avec une emprise nationale ou internationale, si je parle de la production française. Mais quand tu vas voir dans un certain nombre de régions, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de map fail quand même. Ça continue à rester, même si c'est très encourageant. Donc, on peut y aller avec une autre question. On avait Camille Chevrier qui s'interrogeait sur le contexte de la carte noire dans la partie de la présentation où vous parliez, M. Lambert, des couleurs utilisées pour la cartographie. Oui, alors, quelle est sur le noir? Quel est le contexte de Quelle est la production de question cette carte? C'est une bonne question. Alors ça, ce slide, c'est un patchwork de cartes collectées sur Internet. Alors, je ne sais plus sur quel site exactement elle était publiée, mais je peux retrouver les références et vous les communiquer. Donc, parfait. Donc, on pourra peut-être transmettre les informations par courriel à cette participante. Donc, Suzy, je te laisse enchaîner. Oui, il y avait un participant qui voulait revoir votre livre, donc je vais démarrer. Je ne sais pas si vous voyez mon partage. Non, je n'ai pas fait encore. Donc, qui trouvait que la dernière slide où vous présentiez votre livre avait été un petit peu vite. Donc, je vais la partager encore quelques minutes pour ceux qui aimeraient prendre la référence des livres de M. Lambert et Mme Zanin. Sonia, tu peux peut-être entre-temps enchaîner avec la prochaine question si tu veux. En fait, il y avait M. Boucher qui s'interrogeait sur la légende utilisée dans votre carte sur les barres. Oui, effectivement. Je voyais le temps passer, alors je ne me suis pas trop appesantie sur la question. On pourrait revenir dessus si vous voulez la monter. Oui. Encore. J'arrive. Alors effectivement, la légende est d'un point de vue purement règle sémiologique. Cette légende est inversée. En fait, Voilà. au départ, cette carte, on l'avait pensée sur un fond noir, et donc avec une gradation allant du foncé au clair pour mettre donc le clair sur un fond noir met en évidence les fortes valeurs. Et finalement, petit à petit, on l'a allégé et on a fait
un certain nombre d'essais, on l'a discuté beaucoup entre nous avec l'éditeur et on s'est rendu compte que c'était quand même de cette façon-là qu'elle est la plus parlante et qu'on a une organisation où les pointes émergées sont lumineuses et nous on trouvait, alors peut-être que pas pour vous, on s'est peut-être trompé là-dessus, mais que la carte était lisible de cette façon-là. En fait, c'est toujours ce qui est important, c'est que oui, il y a des règles et effectivement, normalement, quand c'est clair, ça voudrait dire qu'il y a moins de barres que quand c'est foncé, plus de barres. Mais en fait, les règles, elles peuvent être aussi bousculées au service de ce qu'on veut représenter. Et c'est vrai que ça a été une des cartes sur lesquelles on a énormément discuté. Parce que moi, je suis toujours à ce côté règle, 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 mais je dois admettre par beaucoup d'allers-retours qu'au final, le fait que là où il y a beaucoup de barres, c'est-à-dire the place to be, c'est, si évidemment on veut boire, était représenté en blanc par rapport ça permettait un peu de mettre en lumière cet endroit. Et comme ce n'est pas une carte qui est faite pour compter, pour qu'il soit une carte scientifique en termes de statistiques, je vais compter exactement combien de barres il y a, etc. Ça nous paraissait pas gênant de transgresser cette règle. Voilà. Donc, merci. On peut poursuivre avec Guylain Leclerc. Peut-être ouvrir le micro et la caméra pour poser votre question. On n'entend pas. On n'entend pas. Là, on va vous entendre. OK, voilà. Donc, bonjour aux présentateurs. Donc, j'ai regardé votre livre. D'ailleurs, je l'ai avec moi à ce moment. J'utilise également votre manuel de cartographie dans mon enseignement. Je suis enseignant au Cégep Limoilou, donc dans le département de géomatique. Et donc, vous devez recevoir de nous à l'occasion quelques petits euros du Québec en termes de redevance. Vous avez parfois des traitements des fonds de cartes qui sont audacieux, dans le sens que dans certaines cartes, je pense notamment au contour de l'Union européenne, la carte de la page 60 dans votre volume, où le fond de carte est très, très atténué. On voit très peu les pays. Est-ce que c'est un choix vraiment, j'imagine que c'est volontaire, oui, mais pour quelle raison exactement? Alors, le fait d'avoir mis le fond de carte effectivement très atténué, c'était pour faire ressortir effectivement ce tracé-là. Mais malheureusement, à l'impression, ça a été le rendu était un peu plus foncé que ce qu'on espérait. Donc voilà, donc là, il y a, le fond de carte est à peine visible sur cette carte-là dans la version papier. On l'avait imaginé un peu plus visible quand même. Voilà. C'est rigolo, vous tombez pile sur des histoires d'édition sur lesquelles on a buté. Parfait, merci. Merci à vous. Donc, Suzy, je te laisse poursuivre. OK, j'avais une question ici de Liva. Peut-on censurer en ce moment les cartes induisant en erreur le public? Peut-être, je ne sais pas si… Je comprends pas. Enfin, non, on ne peut pas censurer, non. Non, malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais c'est un problème on va dire, de liberté de parole, mais en tout cas, quelqu'un qui fait sa carte, c'est un petit peu ce qu'on disait dans la présentation, c'est des petits ou des gros mensonges. L'important est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc, on peut, une carte qui induit le public en erreur, on peut la prendre et essayer de la démonter en quelque sorte en faisant une contre-expertise ou un contre-regard, en présentant une autre présentation, mais on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas la censurer d'être publiée, non. Les seules choses qui peuvent être interdites, c'est ce qui relève de l'incitation à la haine raciale
ou du négationnisme. En France, voilà, c'est comme ça. Sinon, bah, après, ces cartes-là, il faut les contester, proposer d'autres représentations. Voilà, c'est comme les enjeux sur les chiffres, c'est les enjeux sur les cartes, c'est la façon qu'on a d'interpréter le réel. Et donc, c'est une bataille politique là, qui se passe là. Et effectivement, il y a des fake news, il y a des infographies fausses, biaisées. Bon, bah, il faut essayer de déconstruire tout ça, décrypter tout ça, mais on peut pas censurer. Merci. Donc, une autre question de la part de nos collègues du comité, M. Laurent Richard. Est-ce que le terme erreur ou mensonge que vous présentez au début est un peu fort? Est-ce qu'imprécision pourrait être plus juste? De quelle carte? Excusez-moi, je n'ai pas compris. En fait, c'était le début de votre présentation. Vous mentionniez que les cartes peuvent présenter des mensonges ou des erreurs. Est-ce que ces termes-là sont un peu forts? Est-ce qu'imprécision pourrait être plus juste? Oui, si vous voulez, on peut dire imprécision. En fait, tout dépend de l'intention du cartographe ou de l'auteur de la représentation. Tout dépend de son intention, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut relever d'une simple imprécision, c'est-à-dire d'une simple méconnaissance du phénomène ou du mode de représentation ou de la projection, du contenu, du lieu, etc. Mais ça peut aller jusqu'au mensonge. Ça dépend exactement de qu'est-ce qu'il y a derrière la tête de celui qui représente. Il peut même ne pas y avoir mensonge, mais manipulation. Quand je donnais l'exemple du charcutage électoral, là, on est pile poil dans la manipulation et on peut réussir à obtenir une élection uniquement par un découpage électoral. Oui, le terme mensonge, il est évidemment un peu provocateur. Il fait référence au livre de Marc Maumonier. Là, il y a quelqu'un qui écrit ça dans le chat, How to Lie with Maps. Il s'était emparé de ce mot pour dire que toutes les cartes, comme elles ne peuvent pas tout dire du réel, elles mentent au moins par omission. Et donc, on emploie ce mot un peu pour provoquer. Mais évidemment, une carte, c'est pas... Voilà. Pour moi, le bon mot pour la cartographie, c'est pas qu'elles mentent, qu'elles sont subjectives et tout ça. Une bonne carte, ça va être seulement une carte qui est honnête et qui fait des choix éclairés, qui les décrypte, qui publie aussi ses données, qui publie ses programmes informatiques, voilà, en toute transparence. Donc là, c'est la question de la traçabilité, la question de la science ouverte. Voilà. Mais évidemment, derrière chaque carte, c'est tout un tas de choix. Et ces choix, ils ne sont pas anodins. J'ai parlé de la taille des cercles. Bon, là, c'est typiquement une interprétation du phénomène qu'on représente qui vient de nos lectures, de notre vécu. Voilà. Mais le terme mensonge, oui, il est provocateur. Il est un peu fait exprès pour ça. Il fait référence clairement au livre de Maumonier et quelqu'un dans le chat dit que chacun des participants devrait lire le livre de Marc Maumonier, How to Lie with Maps. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. De la même façon que quelqu'un d'autre dit dans le chat comme quoi deux des acteurs incontrôlés du discours cartographique sont encore l'éditeur et l'imprimeur, ni l'un ni l'autre géographe. Péril en la demeure, j'imagine. Oui, je suis assez d'accord, mais pas tant que ça, parce que finalement, dans notre parcours éditorial, on a eu un éditeur qui était vraiment à notre écoute et qui vraiment a mis tout son poids dans la balance pour faire accepter un certain nombre de cartes. Et pour ceux qui ont regardé le livre, il y a un certain nombre de cartes qui peuvent donner qui sont compliquées, ne serait-ce que la carte que vous a montrée Nicolas sur les violences policières ou des choses comme ça. Il y a des cartes un peu légères sur les femmes, mais il y en a d'autres qui sont plus compliquées à accepter en tout cas. Et l'éditeur n'a jamais essayé de censurer quoi que ce soit. Et après, le problème, c'est l'impression, effectivement. L'impression, et là, il y avait, quand on a vu l'erreur, où on en a une ou deux comme ça, eh bien, quand vous aviez déjà tous les exemplaires qui étaient édités, l'éditeur, il n'allait pas rééditer, même s'il était d'accord avec nous sur ce problème-là.
Donc, une autre question. Puisqu'on se sert des données pour construire une carte, est-ce qu'un cartographe peut exister en lui-même sans faire appel aux données produites par d'autres scientifiques? Je te laisse répondre. Est-ce qu'on peut être cartographe sans utiliser de données produites? C'est ça la question? Oui, produites par d'autres scientifiques. Ah bah oui, on peut. Alors, c'est plus compliqué, hein, parce que nous, notre approche, c'est d'utiliser des données publiques ou des données libres pour réaliser nos cartes. Mais chacun peut être potentiellement producteur de ses propres données en se déplaçant, en dessinant la façon dont il imagine le monde. On a des collègues là qui font un exercice de cartographie avec des étudiants qui demandent de se cartographier eux-mêmes, de faire une carte d'identité. Donc, c'est-à-dire qu'ils passent deux jours à mettre à plat sur une feuille ou autre la façon dont eux se perçoivent. Donc, on peut très bien faire des cartes sur soi-même, sur des données qui relèvent de notre vécu. Et ça sera derrière les mêmes règles graphiques, finalement. Oui, tout à fait. Et moi, en introduction à la déconstruction de la sémiologie graphique, je propose cet exercice, justement, dont parle Nicolas, l'exercice de se représenter, c'est-à-dire de dire, bah, vous n'avez pas de données, aucune donnée qui viennent par ailleurs. Les données, c'est vous, c'est chez vous que vous les voyez. Donc, plus qu'une carte d'identité, je leur demande de raconter leur monde et de présenter une facette de leur monde par la carte. Et ça donne des résultats plutôt très étonnants. Donc, on pourrait discuter encore tout l'après-midi au Québec et toute la soirée en France. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Donc, on vous remercie beaucoup, Madame Zanin et Monsieur Lambert, pour cette présentation qui fut vraiment fort intéressante. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tout le monde. Donc, tout le monde, étudiant, attendez, je vais pouvoir peut-être partager mon écran pour vous montrer le site web. Voilà. Donc, parfait. Donc, étudiants et étudiantes de l'Université Laval et du Cégep de Limoilou, nous vous invitons à soumettre vos œuvres cartographiques d'ici la fin de la journée à notre adresse courriel que vous voyez ici sur la page. Tous pourront ensuite voter pour son œuvre favorite à partir du lundi 16 novembre jusqu'au 20 novembre à 10 h sur notre page web. Les gagnants seront dévoilés à 12h30 le 20 novembre lors d'une rencontre virtuelle. N'oubliez pas de visionner les 5 capsules techno qui seront également mises en ligne sur notre site web et publiées à partir de lundi prochain. Je vous souhaite donc à tous une belle fin de journée et un grand merci encore à nos présentateurs.